Enfin, j'adore bosser. Alors, mes enfants, ils sont morts de rire parce que je suis en meeting maintenant. En plus, avec le Covid, ils te voient bosser. Donc, ils te voient devant un écran en train de parler chiffres et tout. Et puis, hyper souriante, hyper heureuse. Ils me disent, ah ouais, t'adores ça, mais comment tu fais? Et donc, oui, j'aime ça. C'est clair. Je pense que c'est difficile de s'épanouir. Réussir, c'est un terme bien difficile parce que, effectivement, moi, j'ai choisi aussi la variété, les changements. J'ai fait des choix perso. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'épanouir si on n'adore pas ce qu'on fait. Après, ce qui m'énerve, c'est que les gens ont l'impression qu'on peut aimer que la comédie, le théâtre, le cinéma ou l'entrepreneuriat en ce moment. Bah non, c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'adore mes meetings, j'adore le process budgétaire. C'est un moment où je suis vraiment à fond et voilà. Je rajoute juste comment on me l'avait expliqué justement à Stanford et ça m'avait bien marqué cette anecdote, c'est que pour aller d'un point A à B, on dirait les gens rationnels, alors ils mettent les Européens et notamment les Français, etc. là-dedans, ils tracent vraiment une route avant de partir. Il y a un point A à B, bah, tu l'écris, tu le fais, tu vois un chemin et après tu y vas. Et les anglo-saxons, ou notamment les gens de la Silicon Valley, ils partent et après ils regardent où est-ce que je suis, donc ils appellent ça un peu l'agile method, etc. Et ils te disent qu'aujourd'hui, comme le point B bouge en permanence, et bah, les Européens avec leur méthode n'ont aucune chance d'arriver au point B. Donc bon, ils exagèrent complètement, mais voilà, c'est comme ça qu'ils l'expliquent. Aurélie, tu savais pas que tu étais américaine. Et Olfa vient de te l'apprendre. C'est comme ça qu'elle réagit, c'est pas étonnant. Ouais. Et puis maintenant, je te dirais que ma carrière est d'abord définie par le fait que je sois une femme. C'est-à-dire que si j'étais pas une femme, j'aurais complètement une autre carrière et complètement une autre vie. Après, j'adore ma vie, j'adore ma carrière, donc c'est pas du tout un sujet. Et je suis ravie d'être une femme et j'aurais pas voulu être un homme, même dans cette période. Mais c'est clair que ça m'énerve parfois quand les gens disent c'est pas un sujet. Bien entendu que d'abord, moi, si je devais expliquer tous mes choix de carrière, ils ont d'abord été définis par le fait que je sois une femme. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Donc voilà, ça commence. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Build a City for Good. Alors comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous présenter d'abord mon acolyte qui est à côté de moi et qui est Pierre-Éric Lebovici, le partenaire fondateur de Daphne. Salut Pelle. Bonjour Aurélie. Et aujourd'hui, on reçoit une membre de la communauté. Oui, une membre de la communauté, Daphne. Et vu son parcours, on est sûr que vous allez adorer. Alors, elle n'a pas un profil entrepreneurial comme les invités qu'on a l'habitude d'interviewer. Et justement, c'est pour ça qu'on l'aime, cette communauté, parce qu'elle est super variée et on vous fait découvrir plein de profils. Notre invitée aujourd'hui, donc, est une femme qui a occupé plutôt des postes de directrice financière au sein de plusieurs boîtes en France, à Hong Kong, à San Francisco et à Londres. On trouve d'ailleurs peu d'informations sur toi. Attention, j'ai pas encore dit son nom. Et donc, on te remercie de venir passer une petite demi-heure avec nous pour nous raconter ton histoire et ton parcours. C'est donc Olfa Zorgati qui est avec nous aujourd'hui. Salut Olfa. Salut Aurélie, salut Pelle. Salut Olfa. Alors Olfa, avant tout, on va commencer juste par des petites questions pour savoir qui es-tu. Donc tu n'es pas une entrepreneur. On a bien compris que tu nous as un peu écoutés et tu as trouvé qu'on avait beaucoup d'entrepreneurs sur nos épisodes. Et c'est bien de venir aussi parler des gens comme toi qui ont une carrière plutôt dans des grands groupes et... Merci Aurélie. Oui, je plaisantais un petit peu en disant que je ne suis pas entrepreneur parce que on en reparlait un petit peu. Tout le monde est forcément un peu entrepreneur. On build tous des choses, on monte des choses. Mais c'est vrai que moi, mon parcours a été plutôt dans des entreprises, petites, moyennes et grosses. J'ai eu justement aussi l'opportunité de travailler pendant quelques temps dans les startups dans la Silicon Valley et de monter un projet de 3 à 70 personnes. Donc, je connais aussi cette aventure, mais elle a été courte. Et c'est pas comme ça que je me définis. C'est surtout ça. C'est-à-dire, alors je vais reprendre une phrase célèbre que j'avais déjà entendue. C'est Peter Thiel qui parlait de son bouquin là, Zero to One. Il y a des gens qui sont Zero to One. Moi, je suis plutôt 10 to 100. Ce que j'aime, je peux faire du Zero to One, mais ce que j'adore, c'est vraiment arriver sur quelque chose et puis le faire grossir, grandir, le transformer et mettre en place ce qu'il faut pour que ça se développe. Super. Et encore une fois, cette première question, elle dirige toujours nos invités vers la carrière pro. Quand on dit qui es-tu, alors qu'en fait, on pourrait qui es-tu
qui es-tu de manière générale aussi? Alors ça c'est encore plus facile. Donc je suis tunisienne d'abord, ça me définit puisque j'ai passé, j'ai grandi en Tunisie et j'y retourne très très régulièrement. Je suis arrivée à Paris à 17 ans, j'ai fait mes études, j'ai fait HEC, j'ai rencontré dans le même couloir un HEC que j'ai épousé, donc voilà, histoire assez classique. Et effectivement, je suis quelqu'un qui aime les chiffres, qui aime la data, mais qui aime aussi énormément la fête, les sorties, comprendre, très curieuse. Donc donc quelqu'un, je pense, qui a des points d'intérêt assez variés et qui a eu la chance, du moins c'est comme ça que je le vis, d'avoir jusque-là une carrière riche, mais aussi une vie perso assez sympa. Et comment tu as réussi à avoir cette carrière justement? Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à être aussi t'es carriériste, faut le dire. Alors oui, clairement. J'adore bosser. Alors mes enfants, ils sont morts de rire parce que je suis en meeting maintenant. En plus avec le Covid, ils te voient bosser, donc ils te voient devant un écran, en train de parler chiffres et tout, et puis hyper souriante, hyper heureuse. Ils me disent ah ouais, t'adores ça, mais comment tu fais? Et donc oui, j'aime ça, c'est clair. Je pense que c'est difficile de s'épanouir. Réussir, c'est un terme bien difficile parce que effectivement, moi j'ai choisi aussi la variété, les changements. J'ai fait des choix perso, mais c'est vrai que c'est difficile de s'épanouir si on n'adore pas ce qu'on fait. Après, ce qui m'énerve, c'est que les gens ont l'impression qu'on peut aimer que la comédie, le théâtre, le cinéma ou l'entrepreneuriat en ce moment. Non, c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'adore mes meetings, j'adore le process budgétaire. C'est un moment où je suis vraiment à fond. Et voilà, je pense que il y a toujours exactement les mêmes ingrédients. C'est que vous devez emmener des équipes d'un point A à B. Souvent, en plus, c'est des équipes qui n'ont aucune envie d'y aller. Souvent, c'est quelque chose il faut réinventer, il faut changer des choses. Enfin, je pense que les ingrédients qui fait qu'on soit passionné par quelque chose sont toujours un peu les mêmes. Et c'est vrai que voilà, il y a une optique en ce moment un peu. Il y a des choses à la mode et des choses. Donc oui, j'adore mon métier de directeur financier. Après, on va pouvoir un peu en parler. C'est clair que je pense pas que je sois le directeur financier classique. Moi, ce que j'adore, c'est beaucoup aussi élargir. Et donc successivement, dans chacune de mes boîtes, j'ai toujours élargi mes fonctions et c'est ce qui m'intéresse. Par contre, je reste très data-driven. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le rationnel du business. Et c'est vrai que voilà, toutes les fonctions de management sont les mêmes. Il y a une célèbre phrase, comme disait mon père très souvent, les meilleurs ministres d'agriculture n'ont jamais fait d'agriculture. Les meilleurs ministres Donc, voilà. Donc, à un moment donné, à un certain niveau, parfois on met les gens, t'es directeur financier, tu peux faire que ça. Marketing, tu peux faire que ça. Enfin, ça aussi, c'est un peu triste. C'est pas vrai du tout. Quand vous êtes un bon manager, au contraire, vous pouvez même faire beaucoup d'autres choses et mieux que d'autres, mieux que d'experts, différemment. On confirme. Chez Daphni, on a à chaque fois plusieurs casquettes. Regarde, Paye, il est investisseur, fondateur d'un fonds. Fondateur d'un club dans le 8e. Que j'adore. Podcasteur, We Are, voilà. Mais, et c'est vrai, on a tous le choix d'avoir plusieurs casquettes et d'être bon dans plusieurs domaines. C'est ce qui m'attire chez, par exemple, des personnes et des endroits comme Daphni. C'est pas du tout par hasard que je sois très attirée par ce monde, parce qu'effectivement, dans les mondes corporates, et c'est quelque chose que j'essaye de faire un peu bouger, c'est malheureusement un peu plus cadré. La chance extraordinaire de ce monde de start-up, de fonds, etc., c'est que vous poussez un petit peu les limites et vous mélangez des choses, vous assumez plus de choses. Et oui, ça fait partie des choses qui m'attirent clairement. Dans ces domaines. Et toi qui connais les deux environnements, est-ce que tu vois l'écart se creuser ou au contraire tu penses que les deux cultures sont en train de converger? Ou en tout cas, est-ce qu'elles doivent converger? Elles devraient converger. Je dirais ça dépend. Moi, j'ai bossé un peu dans la Silicon Valley et dans des boîtes comme Salesforce ou Google. Il faut être très, très clair qu'ils ont réussi, enfin moi du moins c'est ma perception, à garder quand même des ouvertures entre les différents métiers, à accepter que les gens fassent un peu de tout, à valoriser d'autres choses. Donc, je dirais, les startups qui ont grossi ont réussi à garder ce non-frontière. Dans les boîtes, les CAC 40 françaises ou en dessous, ou des boîtes, voilà, c'est pas encore le cas. Les chasseurs de tête essayent, eux-mêmes, ils ont du mal à convaincre de la nécessité de bouger. Alors,
comme je suis une éternelle optimiste, je dirais que je pense que ça va plutôt se réduire. C'est pas évident dans les périodes de crise, et là on risque on est dans quelque chose qui pourrait quand même ressembler à une crise. Souvent, un des moyens de se rassurer, c'est d'aller plutôt chercher des expertises très très fortes et pas de valoriser une expérience un peu différente. Donc difficile de répondre tout de suite. J'aimerais beaucoup. Ouais. Et moi, je fais partie des gens qui poussent un petit peu et qui parfois challenge beaucoup mes boards sur les nominations que je veux faire, sur les rôles que je vais avoir et sur ce que je peux challenger, même s'ils pensent que je ne suis pas experte. Et ça passe, hein, les gens sont rationnels quand même. Et alors, toi qui as vécu dans plein de pays, et notamment si on parle d'une de tes dernières expériences aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait un peu de French bashing de la part des Français qui étaient localisés aux US, en expliquant que finalement il y avait un gap culturel en termes d'ambition, en termes de qualité des projets et tout, qui était énorme. Nous, on a le sentiment, et même si on navigue un peu entre les deux, mais on est quand même très domestique, que cet écart, il se réduit. C'est un sentiment que tu as ou pas? Alors, et nous, de notre fenêtre, en fait, il se traduit aussi par le fait qu'il y a plein de Français qui sont rentrés et qui ont peut-être impulsé cette dynamique qu'eux avaient connue aux US. T'en fais partie, parce qu'en fait, t'as été... je sais plus si Aurélie l'a dit, mais Olfa, elle connaît le monde entier. Donc, t'as été hyper influente aux États-Unis au sein de la communauté. Et là, tu l'es aussi, tu continues de l'être auprès des Français américains qui sont rentrés. Donc, quelle est ta vision à ce niveau-là? Non, tu as tout à fait raison, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que... Alors, le French bashing, moi, j'aime pas. Et je pense qu'en plus, il y a de la méthode Coué. Donc, plus tu penses que tu es mauvais, plus tu le deviens. Donc, c'est une catastrophe. Ça s'auto-réalise. Non, moi, je pense sincèrement que le monde, notamment des startups et de ce nouveau monde, est en train de complètement s'élargir. Ce n'est plus du tout seulement dans la Silicon Valley. C'est même parfois mieux dans d'autres endroits. Et je pense que Paris est en train de prendre sa place. Il y a d'autres endroits aussi. On en est convaincu. J'en suis complètement convaincue aussi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a un certain nombre de choses, et Daphné en fait partie, qui ont aidé à faire émerger quelque chose. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et effectivement, pour moi, j'ai quand même toujours ces deux mondes. Il y a le monde de ces startups, de ces fonds, de ces nouveaux métiers, qui est devenu mondial vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la Silicon Valley. Et moi, quand j'y étais il y a une dizaine d'années, c'était vraiment la Champions League. Hein. Au début, j'étais là, n'importe quoi, etc. Enfin bon, on exagère et tout. Puis bon, là, j'ai vraiment bossé avec des gens d'un autre niveau. Et donc, du coup, c'est un autre niveau... en termes de mindset, c'est-à-dire qu'ils prennent des risques. Chaque fois que, je veux dire, ils doivent fermer une boîte, toi, tu y réfléchis quand même au moins 2-3 mois. Eux, ils le font, et puis après, ils disent s'il faut la rouvrir, je la rouvrirai. Alors, il y a tout l'écosystème qui aide, mais c'est vrai que c'est vraiment une autre façon d'agir. Donc, je pense que dans ce monde-là, clairement, il y a de moins en moins d'écart. En plus, il y a, alors moi, je le pense, mais pas trop le dire, moi j'aime beaucoup travailler avec les Français, c'est-à-dire que dans mes équipes, en termes d'expertise, d'éducation, on a beau taper sur le système éducatif français, etc. Moi je trouve qu'il y a quand même vraiment des vraies qualités, et que je trouve que quand tu as un Français qui justement allie les forces du système, la rigueur, etc., et en plus des capacités de communication et un peu de marketing qui sont plus réelles dans le monde anglo-saxon, c'est le bonheur. Donc c'est vrai que... Donc non, c'est en train de se réduire. Je pense que Paris a complètement changé dans les 5-10 dernières années. Et oui, je pense que ça va continuer. Et quelles sont les différences qui subsistent de ton point de vue? Sur les autres boîtes. Je pense que sur les autres boîtes, donc je pense que là où dans la Silicon Valley, c'est plus cohérent, c'est-à-dire que ce soit start-up ou plus grosse boîte, c'est ce que je disais tout à l'heure, même des boîtes anciennes, entre guillemets, ce sont les VMware, ils se sont tous mis à avoir un peu le même mode de fonctionnement. Je pense déjà, la Silicon Valley n'est pas les États-Unis, hein, donc c'était déjà un lieu un peu où le risque est toujours vécu comme une opportunité extraordinaire. Donc, il y avait déjà... En fait, pour moi, c'est ça aussi, hein, une énorme différence. C'est-à-dire que là-bas, quand je suis arrivée, j'ai eu un cours à Stanford où on a d'abord mis le terme risque sur le mur, et chacun devait dire ce que ça voulait dire. Il n'y avait que des gens de la Silicon Valley là-bas. Ils ont tous dit opportunité extra. Et moi, j'étais là, voilà, quoi. C'est un risque, quoi. Mince. Voilà. Et je dirais que ça subsiste aussi.
c'est vrai que, je crois que je te l'avais raconté, Pelle, nous, le soir avec mon mari, qui avait aussi un poste du coup là-bas, quand on rentrait le soir dans notre lit, on disait, mais et on avait déjà un certain âge, une certaine carrière, on pensait quand même savoir prendre des décisions. On était là, mais mince, j'ai bien fait de me taire parce que j'aurais vraiment décidé exactement l'opposé de tout ce qu'ils ont pris comme décision. Un mec qui a changé un boulot tous les 6 mois ou 1 an max, ils adorent, ça veut dire que c'est un mec qui bouge, et nous on était là, ça va pas, c'est un complet instable. Quand il faut, lui là, c'était des décisions sur ouvrir une usine en Inde et tout, il fallait réfléchir quand même, il fallait, non, on y va, puis ça marche pas, on arrêtera. Enfin voilà, donc tout ça, c'est vraiment dès qu'il y a quelque chose, un problème, nous on l'a fait un problème, eux, on verra. Après, je rajoute juste comment on me l'avait expliqué justement à Stanford, et ça m'avait bien marqué cette anecdote, c'est que pour aller d'un point A à B, on dirait les gens rationnels, alors ils mettent les Européens et notamment les Français, etc. là-dedans, ils tracent vraiment une route avant de partir. Il y a un point A à B, tu l'écris, tu le fais, tu vois un chemin, et après tu y vas. Et les anglo-saxons, ou notamment les gens de la Silicon Valley, ils partent et après ils regardent où est-ce que je suis. Donc ils appellent ça un peu l'agile method, etc. Et ils te disent qu'aujourd'hui, comme le point B bouge en permanence, et les Européens, avec leur méthode, n'ont aucune chance d'arriver au point B. Donc bon, ils exagèrent complètement. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils l'expliquent. Aurélie, tu ne savais pas que tu étais américaine, en fait. Et Olfa vient de te l'apprendre. C'est comme ça qu'elle réagit, c'est pas étonnant. Ouais. Et tu t'inspires un peu de tout ce que tu as appris, justement. Qu'est-ce que tu prends de tout ce que tu as appris là-bas et que tu répliques ici avec tes équipes, ou est-ce que justement, qu'est-ce que ça t'a apporté de... Alors moi j'ai choisi, et je pense que c'est pas par hasard, une société dont la CEO habite dans la Silicon Valley, et c'est une boîte très internationale. On est 1200 personnes et on est seulement 300 en France. Le premier chiffre d'affaires est au Japon, et donc on a une équipe dans la Silicon Valley. Donc ça, c'était important pour moi parce que, je ne sais pas, et ce sera peut-être un jour l'occasion de voir dans une boîte franco-française si c'est possible, mais dans cette boîte, c'était possible d'effectivement de mettre un peu l'accent sur les autres expériences, d'utiliser justement des choses-là, et puis essayer de créer une culture d'entreprise qui soit plutôt celle-là. Parce que, pour être tout à fait honnête, par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées dans la Silicon Valley. C'est pour ça que je suis rentrée à Paris. Donc, il y a des choses exceptionnelles et des choses dont on peut apprendre. Et puis, soyons très clairs, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'ils ont aussi beaucoup à apprendre de nous. Je pense qu'on a une façon... Moi, j'estime que j'ai une formation classique de grande école, de choses... Et je pense qu'on nous apprend beaucoup de choses et qu'il y a du solide là-dedans et qu'il y a une façon d'être et de faire qui apporte beaucoup. Donc oui, j'essaye au maximum d'avoir un peu cette mentalité agile, parce que je pense que le changement maintenant est devenu très rapide et donc il faut l'adapter. Mais je pense que garder une capacité de recul, garder un peu ce dont on parlait tout à l'heure, des intérêts très variés. Moi, ce que j'ai pas apprécié, alors bien sûr, il y a des gens exceptionnels dans la Silicon Valley qui s'intéressent à tout, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'abord très experts dans leur domaine, qui ne sont passionnés que par leur domaine, et vous passez des dîners entiers à parler de l'IoT, de leur nouveau... Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose où les Européens arrivent à garder énormément de centres d'intérêt variés, et c'est, je pense, une richesse. Mais plus créatifs. Ouais, c'est clair. Il y a des choses. Mais ils se marketent mieux. Ouais. Et ils sont meilleurs en personal branding. Nous, on ne fait pas assez notre pub. On est trop humble, je sais pas. On est plus authentique. Ouais. et si on revient sur ton poste de directeur financier, comme tu dis, qui est... et d'ailleurs, pour la petite anecdote... Tu étais directeur général, non? Alors aujourd'hui, je suis EVP Operations and CFO. Oui, pardon. Non, mais dans ta carrière, tu as souvent été directeur financier. Et surtout, la petite anecdote qui est drôle, c'est quand même que quand Marc a revendu e-France à Vivendi, t'étais chez Vivendi. Absolument. Et tu t'es occupé du dossier. Absolument. Donc, c'est très drôle de se retrouver effectivement. Plusieurs années après. Absolument. En face de lui et lui dire j'étais là. Parce qu'en fait, j'ai commencé en M&A. Et alors, moi, c'est une carrière que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé en Société Générale et après, j'ai rejoint la fameuse équipe, on appelle ça la Dream Team à l'époque du J6M. Tu n'as pas connu ça. C'était une grande époque de Vivendi. Jean-Marie Massier, moi-même maître du monde. Voilà, pas mal. Il y en a qui ont un peu de... Donc voilà, donc moi on était 4-5, donc c'était une toute petite équipe M&A. J'ai eu la chance de bosser bien sûr avec des Lazare, des gens extraordinaires. Il y a beaucoup d'acquisitions, des petites et des grandes. Et donc oui, c'est vrai que j'ai connu cette époque-là. Et effectivement, quand vous commencez entre guillemets en M&A, surtout à ce niveau-là,
c'est pas vraiment que de la finance. Hein. C'est bien sûr, il y a les chiffres, il y a les valos. J'ai monté pendant des nuits les DCF. Et encore aujourd'hui, je devais faire un truc en 2 minutes. Là, je continue à être... On n'a pas oublié 20 ans. En 2 secondes, j'ai checké le modèle et tout. Il y a pas de souci. Donc, vous avez une bonne formation solide. Mais ce qui était important, c'était de comprendre le business. Pourquoi on faisait ça. Et puis, c'était l'époque où, effectivement, Jean-Marie Messier réfléchissait, entre guillemets, la convergence entre la télé, l'Internet et le téléphone. Et bon, maintenant, ça paraît une évidence, ça ne l'était pas. Donc moi, j'ai eu cette chance de commencer ma carrière dans un environnement. C'est pour ça que quand on dit directeur financier, oui, j'aime les chiffres, c'est la base de tout. Moi, quand j'arrive dans une boîte, j'adore être d'abord directeur financier, parce que c'est comme ça que vous comprenez tout. Vous avez tout. Et qu'on te respecte aussi un peu ou pas, ou qu'on... Absolument, non, parce que t'arrives et... Après, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a quand même des cultures de société. Moi, j'aime bien changer les cultures des boîtes. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et donc, j'ai été souvent dans des boîtes où on considérait que le directeur financier est d'abord chef comptable. Que, voilà, ça apportait pas grand-chose. Et ce que j'adore faire, c'est effectivement faire évoluer cette fonction qui est critique. Je pense notamment dans un monde comme on est aujourd'hui, ne pas maîtriser la data, c'est une énorme connerie. Dans la Silicon Valley, ils sont déjà 2, ils ont déjà leur système de suivi des KPI. Et ça, c'est quelque chose où parfois, on a des gens, c'est pas les chiffres qui fait le business. Si on prenait des décisions basées sur les chiffres, on n'irait nulle part. Enfin, voilà. Donc ça, j'adore faire ça. Et un des plus beaux compliments que j'avais eu d'un de mes patrons, là, c'était à l'époque de e-commerce. Donc j'étais dans le groupe M6. Et il m'avait dit que, alors qu'il détestait les périodes budgétaires, etc., maintenant, c'était un vrai plaisir et qu'il comparait ça aux expos d'art contemporain qu'il ne comprenait pas. Et le jour où il est allé avec quelqu'un, il a enfin compris à quel point c'était important et ça servait vraiment à quelque chose de regarder et de passer du temps sur les chiffres. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime bien faire que les chiffres parlent business, changent tout et que les gens arrêtent, parce que ce que je n'aime pas, c'est l'émotion. Ah, je pense que ça marche et tout. À partir du moment où on a de la data, on peut ne pas suivre la data. On peut se dire, oui, c'est non-profit, mais je veux y aller. Mais au moins, on part sur une base. C'est pas de l'émotionnel. Moi, je pense que ça, c'est bien. Moi, je pense pas. On regarde les faits. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un côté... Tout à l'heure, tu me demandais est-ce que j'aime la magie ou l'Excel. Moi, c'est un vrai mélange. C'est-à-dire que l'Excel, pour moi, c'est la base d'une bonne magie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être très rationnel, connaître les chiffres. Après, bien entendu, qu'il faut pas suivre seulement les chiffres. Et oui, c'était formule Excel ou formule magique. Ah oui, voilà, c'était ta question. Ouais. Donc l'Excel ne suffit certainement pas. Et est-ce que tu as eu ce poste quand même qui t'étais entouré souvent, en tout cas dans ta carrière, du masculin quand même. T'as évolué dans un environnement assez masculin. Tech. Bon, je suis obligée de te poser la question aussi. Est-ce que t'as senti que c'était compliqué parfois d'évoluer, de te faire une place et comment ça pourrait durer des heures sinon absolument, si on rentre dans le débat. On va essayer, ouais. mais tu vas nous dire un peu tes tips peut-être ouais. aux femmes qui seraient comme toi qui auraient... Alors ce que je te disais tout à l'heure, c'est alors peut-être que ce sera différent pour les nouvelles générations, mais moi quand je suis arrivée sortie toute fraîche et tout, je pensais pas du tout que c'était un sujet. Alors là, pendant, je pense, 5-10 ans avant d'avoir les enfants et tout, jamais j'aurais pensé que c'était un sujet. J'ai commencé avec une carrière en M&A, tout ça, enfin tout, j'avais pas vu de différence. Et puis maintenant, je te dirais que ma carrière est d'abord définie par le fait que je sois une femme. C'est-à-dire que si j'étais pas une femme, j'aurais complètement une autre carrière et complètement une autre vie. Après, j'adore ma vie, j'adore ma carrière, donc c'est pas du tout un sujet. Et je suis ravie d'être une femme et j'aurais pas voulu être un homme, même dans cette période. Mais c'est clair que ça m'énerve parfois quand les gens disent c'est pas un sujet. Bien entendu que d'abord, moi, si je devais expliquer tous mes choix de carrière, ils ont d'abord été définis par le fait que je sois une femme, parce que je peux vous donner une multitude d'exemples. À un moment donné, j'avais un poste de directeur de cabinet d'un des groupes du CAC 40. Il m'a rappelé, j'étais au dernier entretien, il m'a rappelé, et c'était quelqu'un d'exceptionnel et qui le fit était passé. Il m'a dit, écoute, je suis désolée. T'as 3 enfants, un mari, je me sentirais pas le dimanche soir de t'appeler. Or, ce poste, j'ai besoin d'appeler à tout moment la personne. Et là, je pourrais pas déranger, je saurais que c'est pas le moment. Donc, je te prends pas. Donc, bien entendu que j'avais beau lui dire, mais si, appelle-moi. Et j'ai eu 10 fois la question, mais votre mari, est-ce qu'il serait vraiment d'accord parce qu'il y a du voyage, etc. Enfin bon, après, c'était toujours dans un esprit...
gentil, c'est-à-dire que c'était pas du tout parce qu'il pensait que j'étais une femme donc moins bonne, mais parce qu'il voyait très bien que pratiquement c'était différent. Donc bien entendu. Et puis après, moi chaque fois, mais vraiment ça, on n'a pas été dans ma carrière en dernier, chaque fois que j'ai une jolie opportunité, c'est-à-dire que j'arrive, je passe 2-3 ans dans un job et hop, je pensais, on me proposait quelque chose de plus, et mon mari me dit j'ai une opportunité et puis je dois y aller et puis voilà et en fait la seule chose, et c'est pour ça que je dis c'est extraordinaire d'être une femme, c'est que moi j'en ai fait une force dans le sens où je me disais au début t'es désespérée quand même, c'est très clair, tu gueules, t'es là mais merde, c'est pas de chance et tout, et puis tu dis mais en fait c'est génial, je vais avoir 1 an off. Moi, j'adore, ça s'appelle le C, faire des déj, rencontrer des nouvelles personnes et tout. Je vais rencontrer la communauté et puis je vais trouver du boulot et puis je vais me fixer un job qui est toujours de gagner autant que mon mec ou plus. Donc, je vais me fixer un job et je me mets 3 ans pour y arriver. Et donc, après, j'ai décidé, au lieu de vivre ça comme une contrainte... C'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à recruter Olfa. En fait, on paye pas assez. Oui, c'est vrai qu'après, c'est... Non. Et donc, du coup, mais c'est vrai que c'est pour ça que... Alors, je te le disais tout à l'heure quand tu m'as dit quelle est la phrase qui te marque, c'est qu'on a toujours le choix. Moi, je pense qu'on a toujours le choix de dire « c'est une merde, je dois suivre mon mari » ou « c'est génial ». Parce que, soyons très honnêtes, moi, j'ai adoré j'ai organisé le gala des écoles de mes enfants. J'ai adoré ça. Mais c'est une chance. J'allais les chercher à l'école. Au final, j'ai eu presque 6 ans off dans ma carrière. Il ne faut pas trop le dire, parce que ça fait beaucoup. Et sur ces 6 ans, j'ai aussi, tu le sais, eu un diplôme. Je suis experte en mobilier objet d'art. J'ai fait des ventes chez Piazza. J'ai fait des choses extraordinaires. Mon mari est hyper jaloux. Il était là, mais moi, je n'ai pas eu le choix d'arrêter. Donc voilà. Donc après, moi, je pense qu'on peut vraiment vivre notre vie de femme plutôt positivement. En plus, je te disais Sapel tout à l'heure, c'est fabuleux. Moi, mon mec, il est ravi quand je bosse pas de trimer lui comme un malade. Et en plus, il est heureux que moi, j'ai qu'à organiser des dîners et voir des potes. Il trouve ça génial. Et puis, il y a beaucoup de mecs comme ça. Ils adorent que leur femme ne s'occupe que de la vie sociale. C'est top. Donc voilà. Donc pour moi, j'aime pas quand on dit que c'est pas un sujet. Bien sûr que c'est un sujet énorme. Et c'est un sujet quand vous trouvez pas le bon partenaire financier, voilà. Donc on va pas y passer trop de temps, mais pour toi, tu as réussi à en faire une force. Voilà, j'ai décidé d'en faire une force. J'ai eu de la chance. C'est vrai que par exemple dans les communautés d'expats, quand j'arrivais, c'était pas terrible parce que les femmes, elles se trouvaient complètement challengées par quelqu'un qui fait ce qu'elles font et en plus veut bosser. Et donc j'ai dû, et comme c'était des gens que j'adorais, des femmes avec qui j'avais créé des liens, il a fallu avoir la discussion, etc. Et peut-être que voilà des boîtes, des boîtes qui voilà. Alors ça se fait de moins en moins d'envoyer des expatriés, etc. Mais il y a des évolutions à faire même au sein des boîtes pour aider à retrouver du boulot pour les femmes et tout. Je pense, c'est pour ça que je suis très, tu le sais, féministe. Je suis dans énormément de groupes et j'essaye aussi avec des gens comme Muriel Pénicaud de donner des idées pour faire évoluer les choses. Parce que ce que je crois absolument pas, c'est que ça va bouger tout seul. C'est-à-dire, je pense moi, je suis absolument pour les quotas. J'aime pas ça, mais je vois pas comment on peut faire autrement. Je suis pour que voilà, les boîtes aident plus les femmes. Ça va peut-être évoluer, mais aujourd'hui, mon mari, il aide énormément, mais celui qui a toutes les problématiques sur les enfants, les trucs à garder et tout, la charge mentale, comme on dit, voilà, j'espère toujours que la nouvelle génération sera différente. Mais bon, la mienne, n'exagérons rien, ça ne l'a pas été. Oui. Vaste débat. Mais ça sera l'objet d'un autre... tu reviendras, Olfa, à parler de ça. Avec plaisir, mais je sais que vous faites des efforts chez Daphné. Je vais laisser Aurélie répondre. Non, mais oui, on fait le max. C'est nous, top, ça, on est quand même... Il y a une bonne parité. Après, dans l'équipe investissement, effectivement, on n'est pas exemplaire, mais on essaye au maximum de donner une chance. Mais tu vois, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut féminiser, c'est toujours délicat de parler de ces sujets-là, mais on veut féminiser l'équipe d'investissement. C'est super dur de trouver des femmes qui veulent faire ce métier, pour une raison qu'on ignore, mais et tu vois, c'est pas faute. Alors, pour ne pas trahir de secret, on va renforcer l'équipe avec des profils féminins, mais ça a été compliqué de trouver des gens. C'est compliqué et je suis d'accord parce que je suis appelée et je dois aider à trouver des profils, mais je pense qu'aujourd'hui, et on pourra en parler longuement, si on veut recruter de la même façon qu'avant, c'est-à-dire, c'est ce qu'on me disent les chasseurs de tête comme un appellent, je veux un mec qui ait fait 20 ans, qui ait voyagé, qui ait fait ça, qui ait fait de l'investissement et tout. Si vous voulez un profil d'homme, vous allez trouver un homme. Malheureusement, les profils de femmes ne peuvent pas être les mêmes que les profils d'hommes. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que le board, moi c'est ce que je pousse à certains boards où je suis,
apprendre ce qu'on appellerait un risque en France, est-ce qu'il y a une opportunité ailleurs, même si dans la Silicon Valley c'est le même problème, mais parce que là, sur le sujet-là, c'est dur, il faut prendre un profil complètement différent. Parce que sinon, il n'y a pas le même profil. Ça n'existe pas. Des femmes qui ont déjà fait de l'investissement, qui ont été sur des boards, enfin voilà, je vois à peu près ça, il n'y en a pas. Ou il y en a très peu. Donc du coup, il faut recruter complètement autre chose. Et je crois qu'on a un exemple comme nos amis de chez Gaïa, et ça marche bien. Enfin, je pense que c'est possible, mais il faut parier sur des profils un peu différents. Enfin, alors, nous, en l'occurrence, on cherche des profils entrepreneuriaux. Et, c'est pareil, il n'y en a pas. Non. Bah non, mais il n'y a pas de femme entrepreneur. Donc peut-être dans 20 ans, mais aujourd'hui non. Donc si tu cherches ça, bah non. Donc écoute, on va redéfinir tes profils ensemble et puis on va trouver. J'adore. Voilà, t'as déjà eu 20 vies. Quelles sont tes 20 prochaines vies? Moi, je crois qu'il y a un projet qui... on sait que tu es très heureuse dans ton activité non, actuelle, et puis ça ne changera pas. Tu n'as pas d'aspiration à court terme, mais dans les 20 prochaines années. Là. Non, c'est vrai que j'adore mon boulot et en plus, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je suis, ce que je vous disais, en charge des opérations et des finances dans un groupe qui s'appelle le SI. On est dans la tech, dans le sens où on fait de la simulation numérique, donc j'ai des PhD de maths et de physique. Et effectivement, on est en train de faire une vraie transformation. J'ai une CEO femme, donc c'est un vrai bonheur d'avoir une équipe féminisée là, et dans un monde très, très, très masculin. Et je pense, on a annoncé nos résultats hier, et puis les choses vont vraiment bien. Je pense qu'on va aller très, très loin. Donc cette aventure me tient à cœur. Et en plus, elle tient énormément de choses. Elle est dans la tech, un domaine que j'adore. C'est une boîte headquartered en France, donc c'est une boîte française. C'est une certaine taille, 1200 personnes, on commence. Et puis l'idée, quand même aussi par des femmes. On est en totale parité. Donc tout ça fait que c'est un projet qui me tient énormément à cœur et qui, je pense, on va y arriver à faire quelque chose de top. On a déjà multiplié par 2 ou 3 le stock. On va aller beaucoup plus loin. Et les autres projets qui me tiendront à cœur, je les connais pas. Parce que moi, ce que j'adore, c'est découvrir, changer. Je bosserai toujours dans quelque chose qui a droit à la data. Mais ce qui est vrai, c'est aussi que, donc j'en ai parlé, je suis tunisienne. C'est vrai que c'est un peu comme beaucoup de gens, quand vous vieillissez, vous revenez à des choses qui vous tiennent à cœur. Je pense aussi vouloir passer plus de temps et avoir plus de projets en Tunisie. Et c'est vrai qu'un de mes projets qui me tient à cœur et qui aussi allie des choses que j'adore, je vous disais que j'étais experte en objet d'art, j'ai fait l'USA, j'ai commencé l'école du Louvre que j'espère terminer un jour. Et je suis sur un projet de boutique hôtel dans la vieille Médina de Tunis. Donc on vient d'acheter une maison de maître, une d'art ou un riad, je sais pas qu'on appelle ça, 17e, splendide, qu'on va reprendre, etc. Et ça va allier effectivement mes racines, la fête, parce que le but va être de faire beaucoup de fêtes là-bas. et puis le patrimoine, parce que je pense qu'il y a un patrimoine extraordinaire en Tunisie et qu'aujourd'hui, l'image de la Tunisie ne correspond pas à la réalité de son histoire et de sa richesse et patrimoine. Et ils ont besoin d'hommes et de femmes de qualité politique. Enfin, je sais pas si est-ce que tu te sens un jour de te lancer en politique? Écoute, on m'a déjà proposé des choses et puis, écoute, moi, la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le sens où, au final, on se rend très bien compte que sans volonté politique, peu de choses peuvent aboutir, au moins dans l'histoire de pays plus méditerranéens. J'aime bien d'autres exemples anglo-saxons où le monde privé a pu pousser plus de choses, mais la Tunisie est très proche de la France. Tous ces deux mondes-là sont plus... la volonté politique est importante. Donc je pense qu'il faut être pas loin, comprendre. Moi, j'essaye souvent de rencontrer des ministres, faire pas de comprendre. Est-ce que ça m'intéresserait? Intellectuellement, oui. Papa a été ministre des Finances pendant 10 ans en Tunisie, donc bien entendu. Mais je suis pas sûre, parce que je pense que je suis probablement... je peux apporter plus différemment, mais voilà, il faut jamais dire non, mais oui, je suis pas sûre. Voilà, je suis vraiment pas sûre. T'aurais le profil. Ouais, on en reparlera, on verra. Eh ben, on arrive à la fin. On a déjà passé une bonne demi-heure, Olfa, merci. Et avant, on va quand même poser des petites questions, juste pour savoir un peu comment tu arrives à déconnecter. Justement, tu as un train de vie assez dingue. Comment tu déconnectes? Alors, j'ai fait la fête, elle a dit voilà, 10 fois. Je vais être très honnête avec toi, je suis dans les extravertis, extra. Mais non, parce que quand tu es, alors je suis dans les 1%, enfin, heureusement, j'ai fait les tests, et donc moi, pour retrouver de l'énergie, je vais faire la fête. Alors après, quand j'aurai 80 ans, ça va être plus difficile, mais moi, si tu veux que je sois en forme, tu m'invites à une fiesta. Donc il y a ça c'est vrai, il me connaît bien Pelle, donc moi, c'est au contraire, après une longue journée, même si, j'appelle
le NAMPTI pour aller prendre un bain. C'est vrai que j'ai besoin, et c'est des caractères. Moi, c'est ce qui me redonne de l'énergie, c'est de voir du monde et de faire la fête. Après, ce qui est pas faux aussi, c'est que 2-3 semaines l'été, je vais en Tunisie dans un coin paradisiaque pour moi, à Mamette, où je fais mais rien. C'est-à-dire que, on est quand même une dizaine de familles qui se connaissent bien et qui font la fête, mais je ne réfléchis plus, il n'y a pas d'agenda. De toute façon, on habite dans le même résidence, donc voilà. Et ça, je pense que ça me ressource énormément parce que c'est une période où j'ai plus de téléphone, c'est rarissime, je l'oublie et je vis au rythme de la mer, grosse chaleur, j'adore la chaleur, donc voilà, c'est ma deuxième moyen de déconnecter. Et donc, tu as une adresse à Mamette pour nous Il y a plein de super endroits. C'est vrai que je pense qu'il commence à y avoir des endroits magiques en Tunisie, à Sidi Bou, la Villa Bleue, Darkena. C'est des boutiques hôtels, justement. C'est ce qui m'a aussi inspiré à me lancer dedans. Parce que historiquement, le tourisme en Tunisie, c'était des grandes barres d'hôtels. Alors, il y a quelques beaux hôtels, mais il y avait vraiment plutôt tourisme de masse. Et aujourd'hui, il y a aussi à Tozeur, dans le sud, 2 ou 3 maisons d'Artouzer qui sont des splendeurs avec seulement 9 à 12 chambres. Donc, c'est vrai que c'est un peu le trend partout, mais vraiment, alors je recommande absolument, donc je pourrais te donner toute ma liste, mais c'est vraiment les nouvelles, c'est le nouveau tourisme et c'est vraiment des endroits magiques. Oui, et puis en plus, c'est pas loin. Ah non, c'est 2 heures de vol, voilà. Donc c'est facile. Moi, parfois, je l'ai déjà fait dans la journée, mais bon. Empreinte carbone réduite, quand même. En plus. On se déplace plus qu'en train. Bateau, c'est possible. Mais... Et qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit, toi, Rolfa ? Alors ça, c'est le désespoir de mon mari. Hop, je me mets et je dors. Ça, c'est vraiment dur comme question. En fait, l'autre phrase qu'il dit sur moi, c'est que je suis comme le bord de mer. Là, hop, dès qu'il y a une vague, il n'y a plus rien. J'oublie beaucoup. J'ai vraiment une mauvaise mémoire. Ça me joue des tours parce que, voilà, t'aimes les chiffres et t'as une mauvaise mémoire ? Absolument. Non, ça fait partie des contradictions. Du coup, je dois faire différemment, mais j'oublie énormément, absolument. Ouais. Mais du coup, ça fait partie des choses que tu dois absolument manager. T'as raison, t'as vu mon problème. T'es physionomiste ou pas ? Pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Elle est comme moi. Ah oui, absolument. On se ressemble beaucoup. Là, tu es plus optimiste que moi. Ça qui m'est... Comment se fait-il que tu sois optimiste ? C'est culturel ou c'est... Écoute, oui, certainement. Après, il y a 20 ans, c'était culturel. Je disais à Tunis, il n'y avait pas de psy, tout le monde était heureux. Alors depuis, avec tout ce qui s'est passé, c'est plus du tout le cas en Tunisie. Et moi, je suis restée un peu sur le ancien modèle. Alors, c'est des caractères. Je pense que je viens d'une famille, mes parents étaient très optimistes, etc. Donc, ouais, c'est un peu... Et après, c'est la méthode. Mais c'est vrai que c'est une bonne question ce que tu poses. Je pense que la façon de voir le monde est un choix, comme je disais tout à l'heure, mais il doit y avoir quelque chose de chimique. Hein. Il doit y avoir quelque chose dans les gènes, parce que c'est vrai que parfois je trouve ça un peu injuste parce que tu vois, même la mort de papa qui a été très compliquée, parce que papa était la personne que j'aime le plus, j'ai adoré, j'ai vécu ça comme un beau cadeau. Enfin voilà, donc j'arrive vraiment souvent à surmonter des choses. Et oui, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on hérite un petit peu de ces gènes et puis qu'on apprend. Je pense que je vois par contre beaucoup de gens évoluer et j'adore... c'est la Silicon Valley, mais d'autres endroits, l'Inde, etc., qui poussent un peu ce genre de choses, qui est, on peut toujours réagir, il faut apprendre à prendre du recul, etc. Donc voilà, donc je cultive ça. Eh ben, écoute, c'était un super épisode. Hein. Merci pour ton énergie. Tout le monde comprendra pourquoi on a une folle envie de travailler avec toi, parce que t'étais juste incroyable. Ouais, c'est clair. Un vrai rôle modèle, on peut le dire. Ouais. On parlait des rôles modèles, un vrai rôle modèle. Franchement, merci pour ton énergie. Et tu inspires beaucoup, en tout cas. C'est gentil, merci. Ravie d'être là, avec plaisir. Et puis, merci à tous. Du coup, Pell, t'aimes bien faire une petite conclue, non ? Bah, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que... Et tu l'as dit, Rolfa c'est à la fois une super saltimbanque, comme elle le disait, c'est en contradiction totale avec ton amour des chiffres. T'es une citoyenne du monde, donc finalement tu te nourris et t'es une éponge, et c'est comme ça que tu t'es construite. Et moi je suis convaincu que tu as encore plein de vie devant toi, et j'espère qu'on en aura certaines en commun, parce que on a plein de choses à faire, et le monde est rempli d'opportunités, et avec ton optimisme on peut aller très loin.
C'est vrai. Donc Olfa Zorgati, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ton rôle aujourd'hui, mais tu l'as fait sur la fin. C'est vrai qu'on a abordé plein de sujets. Je reviendrai, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, regardez SI Group, il faut suivre. Regardez, suivez Olfa et puis n'hésitez pas à la contacter ou nous contacter s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez rebondir avec elle. Et ben merci à vous deux et puis à bientôt. Avec grand plaisir. Allez, au revoir. Merci Aurélie, merci Olfa, salut. Merci.